8 mois de grossesse, c'était trop visible pour cacher et trop tard pour prétendre que je ne me désintégrais pas, mais chaque soir je nouais quand même mon tablier et je me répétais la même chose. Survivre à ce service et tu pourras survivre à demain. À 18h, le grill de Marlowe se remplissait déjà pour le dîner et l'air sentait les oignons frits, le steak grillé, le café et la javel des sols passés à la serpillière qui ne restait jamais propre longtemps. Mes pieds me faisaient mal dans mes chaussures de travail bon marché. Mon bas du dos pulsait d'une chaleur sourde qui ne me quittait plus vraiment. Et le bébé était si bas certains soirs qu'il me semblait que tout mon corps était tiré vers le sol. Je gardais une main sur mon plateau et l'autre près de mon ventre chaque fois que personne ne regardait, non pas parce que ça aidait beaucoup, mais parce que ça me rappelait que je n'endurais pas tout ça pour rien. Je m'appelais Julian Hayes, un oméga qui croyait autrefois que l'amour pouvait rendre une vie sûre. Maintenant, je vivais dans la réserve derrière la cuisine, sur un lit de camp plié, coincé entre des rouleaux de papier essuie-tout en vrac et des boîtes de tomates en conserve. Et je servais les tables pour des pourboires qui couvraient à peine les vitamines prénatales et les tickets de bus. La pièce n'avait pas de fenêtre, juste un ventilateur qui claquetait. Une ampoule faible au plafond et une caisse où je gardais mes vêtements pliés à côté de couvertures de bébé, achetées une à une dans les friperies. Ce n'était pas un chez-moi. C'était un endroit pour disparaître, et disparaître était devenu la seule chose que je savais faire. Les clients remarquaient mon ventre avant de remarquer mon visage maintenant. Certains souriaient avec pitié, d'autres posaient des questions que je faisais semblant de ne pas entendre. Mon manager me donnait de plus petites sections parce qu'il avait peur que je fasse tomber quelque chose et je le remerciais comme si c'était de la gentillesse plutôt que de la prudence. La gratitude s'était transformée en survie. Merci pour le service supplémentaire. Merci pour les restes enveloppés dans du papier aluminium. Merci de me laisser rester là où les clients ne pouvaient pas voir comment je vivais. Le bébé bougea sous mon tablier, un lent mouvement de roulement qui me fit m'arrêter près du bar à boissons et respirer à travers la pression. Encore un peu chuchotai-je sans savoir si je voulais dire lui ou moi. 8 mois plus tôt, je ne comptais pas des pourboires sous une lumière vacillante. J'avais été aimé. Ou du moins je le croyais. Puis une enveloppe juridique avait tout changé. Les papiers de rupture de lien. Le nom de Sebastian Wolf en bas. Un message disant qu'il avait choisi quelqu'un de plus adapté à son avenir. Je n'ai pas crié, je n'avais pas supplié. J'avais fait mes bagages et j'étais parti avant que ma fierté ne se brise devant lui. Des semaines plus tard, j'avais appris que j'étais enceinte, seule dans les toilettes d'une gare routière, un test positif dans ma main tremblante et plus personne à appeler. Depuis, j'avais caché mon odeur, caché mon adresse, caché chaque trace de la vie que nous avions partagée. Je me disais que je protégeais mon enfant. Je me disais que je ne laisserais jamais Sébastien nous trouver. Et ce mensonge m'avait porté jusqu'à la nuit où il franchit la porte principale de mon restaurant et me regarda comme si le monde venait de s'arrêter. Pendant une seconde suspendue, aucun de nous ne bougea. Sébastien se tenait juste à l'entrée, une main encore sur la porte en verre, et je me trouvais près du bar à boissons, tenant un plateau que je ne faisais plus confiance à mes mains porter. Le bruit de la salle à manger s'atténua autour de moi jusqu'à ce qu'il sonne lointain, étouffé par le martèlement dans mes oreilles. Il avait l'air presque exactement comme le jour où je l'avais quitté, grand et composé dans un manteau sombre qui lui allait trop bien. Sa présence encore assez forte pour aspirer l'air d'une pièce sans effort, mais il y avait quelque chose de différent dans son visage maintenant, quelque chose de crispé autour des yeux, quelque chose de fatigué. Son regard trouva le mien en premier, et je le vis prendre conscience de ma présence comme un choc pour lequel il ne s'était pas préparé. Puis ses yeux descendirent vers mon ventre. Au moment où il vit à quel point j'étais avancé, il se figea si complètement que le reste du restaurant sembla disparaître pour nous deux. Je vis d'abord l'incrédulité, puis l'horreur, puis quelque chose de si cru et de si brisé que ça me fit mal à la poitrine avant que je puisse m'en empêcher. Mon bébé bougea fortement sous mon tablier et ce petit mouvement brisa le sort qui m'avait cloué sur place. Je me retournai et marchai vite vers la cuisine en essayant de ne pas courir, en essayant de ne pas attirer l'attention, même si la panique avait déjà inondé chaque partie de moi. Les portes battantes claquèrent derrière moi et la chaleur de la cuisine se déversa d'un coup. L'huile crépitait sur le grill, les assiettes s'entrechoquaient, quelqu'un criait pour des frites. Je continuais d'avancer, une main sous mon ventre, le souffle court, le pouls affolé. Si je pouvais atteindre le couloir du fond, si je pouvais me barricader dans la réserve pendant ne serait-ce qu'une minute, peut-être que je pourrais réfléchir, peut-être que je pourrais arrêter de trembler. Julian, mon nom dans sa voix, presque froid. 8 mois s'étaient écoulés et mon corps reconnut ce son avant même que mon esprit le fasse. Je continuais quand même, dans l'étroit couloir bordé de produits secs et de produits d'entretien, jusqu'à l'espace sombre derrière la cuisine où,
L'ampoule du plafond bourdonnait et l'air sentait le carton et la javel. Je fis encore 3 pas avant que ses pas ne me rattrapent. « Julian, attends !» Je m'arrêtai parce qu'il n'y avait plus nulle part où aller. Quand je me retournai, il n'était qu'à quelques pas, respirant plus fort que je ne l'avais jamais entendu respirer. Ses yeux me parcouraient, prenant en compte l'uniforme noir ample, les chaussures bon marché, la main que je ne pouvais pas m'empêcher de garder protectivement sur mon ventre. Je détestais qu'il puisse voir tout ça. Je détestais qu'il puisse voir ce qu'était devenue ma vie. « Tu es enceinte, dit-il, et sa voix sonnait instable, comme si les mots lui avaient coûté quelque chose. Un rire amer m'échappa avant que je puisse l'arrêter. C'est évident, il tressaillit. Je le vis. Il avait l'air d'un homme qui essayait de se tenir ensemble avec rien d'autre que de la volonté. « Pourquoi tu as fui ?» demanda-t-il. La question me frappa si fort que j'oubliais de respirer pendant une seconde. Pourquoi j'avais fui? Pourquoi j'avais disparu? Pourquoi j'avais passé 8 mois à cacher mon odeur, à compter des pourboires, à dormir dans une réserve et à porter son enfant seul? Je le regardais et sentis toute l'ancienne douleur remonter si vite qu'elle faillit m'étouffer. « Parce que tu m'as quitté, dis-je. Ma voix tremblait, mais je m'en fichais. Tu as envoyé les papiers de rupture. Tu as choisi quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'étais censé faire, Sébastien? Rester et te regarder me remplacer. » L'expression sur son visage changea instantanément. La confusion apparut d'abord, tranchante et réelle, puis l'incrédulité. « Quel papier ?» demanda-t-il doucement. Je le regardais fixement en attendant un mensonge, en attendant une excuse polie, rendue lisse par l'argent et les avocats et la distance. Au lieu de ça, je vis quelque chose de beaucoup plus dangereux. Je vis un choc sincère. « Julian, dit-il en prenant une respiration soigneuse, je ne t'ai jamais envoyé de papier de rupture. » J'aurais dû ressentir du soulagement en entendant ça, mais le soulagement était trop simple pour ce qui m'atteignit. Mon esprit ne s'ouvrit pas comme une porte. Il se fractura. Je regardais Sébastien et essayais de faire correspondre ces mots aux 8 derniers mois de ma vie, et rien ne correspondait. « Non, dis-je encore, mais cette fois ça ressemblait moins à un refus et plus à de la peur. Parce que s'il disait la vérité, alors tout ce que j'avais enduré avait été bâti sur quelque chose de faux, et je ne savais pas ce qui était pire. Être abandonné par l'homme que j'aimais ou découvrir que j'avais détruit notre vie de mes propres mains parce que quelqu'un m'avait menti. Avant que vous plongiez dans la suite de cette histoire, laissez-moi vous confier quelque chose. Sur notre Patreon, nous sommes déjà plus de 40 à partager des récits que YouTube ne laisserait jamais passer, des histoires torrides, sans aucun filtre, et de nouvelles arrivent en permanence. Si ce genre d'histoire vous fait battre le cœur un peu trop fort, le lien est juste en dessous dans la description. Sébastien ne se rapprocha pas. Il garda ses distances comme s'il comprenait qu'un mauvais pas me ferait fuir même dans mon état. « Les papiers étaient faux, dit-il doucement. Le cachet, la signature, tout ça. Je ne l'ai su que récemment et à ce moment-là, tu avais déjà disparu. Je secouai la tête trop vite et un vertige me traversa. Je tendis la main vers l'étagère métallique à côté de moi et m'y agrippais jusqu'à ce que le bord s'enfonce dans ma paume. Le bébé bougea, lourd et bas, me rappelant que je ne pouvais pas m'effondrer comme je le voulais. Pas ici. Pas maintenant. Je les ai vus, chuchotai-je. J'ai lu chaque mot. Ils étaient arrivés dans une enveloppe juridique. Ta signature était là. Alors quelqu'un voulait que tu le croies, dit-il. Sa voix était encore contrôlée, mais j'entendais la tension en dessous maintenant. Julian, je suis rentré à la maison et tu étais parti. Ton téléphone était coupé. Je t'ai cherché pendant des mois. Ça me fit lever les yeux, vraiment le regarder. Il n'y avait pas de froideur dans son visage, pas d'impatience, pas de distance polie. Il avait l'air d'un homme qui portait sa propre sorte de blessure depuis très longtemps. Lentement, avec précaution, il atteignit l'intérieur de son manteau. Tout mon corps se tendit, mais il s'arrêta dès qu'il le vit. « Je ne vais pas te toucher, dit-il. J'ai juste besoin que tu vois ça. » Il sortit son téléphone et tourna l'écran vers moi. Des documents étaient ouverts, des images agrandies, des comparaisons. Sa vraie signature à côté de la contrefaçon. Un gros plan du cachet officiel montrant de minuscules différences que je n'aurais jamais remarquées seul. Puis un email d'un expert en graphologie confirmant que les papiers n'étaient jamais passés par son cabinet. Ma bouche devint sèche. Il fit défiler et me montra des messages d'un détective privé, des chronologies, des noms. La preuve que quelqu'un à l'intérieur d'une chaîne administrative avait accédé à d'anciens modèles de documents et les avait copiés. Des preuves, pas des excuses, pas de vagues promesses. Des preuves. Je ne pouvais pas respirer sous le poids de tout ça. Je pensais à la gare routière où j'avais regardé un test de grossesse positif seul. Je pensais aux nuits où j'avais pleuré si silencieusement que j'avais peur que même le bébé entende mon chagrin. Je pensais à chaque service que j'avais fait avec des pieds gonflés et une poitrine vide, en me disant que je devais survivre parce qu'il n'y avait personne d'autre pour nous. 8 mois. 8 mois à me cacher, à manquer de tout, à souffrir et à prier à travers la peur. 8 mois à parler à mon fils dans le noir et à lui promettre que même si son père ne nous avait pas voulu, moi je le voudrais. Ma main tremblait sur mon ventre.
J'étais seul, dis-je, et ma voix se brisa si mal que je la reconnus à peine. « Je sais, répondit Sébastien, et il avait l'air que prononcer ces mots lui faisait mal aussi, et je ne peux pas te rendre ce temps. Mais je te jure, Juliane, je n'ai jamais choisi quelqu'un d'autre à ta place. Je ne t'ai jamais laissé partir. » Quelque chose de chaud me brûla derrière les yeux. J'avais imaginé ces retrouvailles 100 fois dans mes moments les plus faibles, mais jamais comme ça. Jamais avec la possibilité que j'avais été en deuil d'une trahison qui n'avait jamais eu lieu. Jamais avec cette chance terrifiante qu'il m'ait cherchée pendant que je me cachais de lui. Le sol sous mes pieds se mit à vaciller d'une façon entièrement nouvelle, parce que si Sébastien disait la vérité, alors je ne l'avais pas simplement perdu 8 mois plus tôt. Nous avions tous les deux été volés. Le couloir semblait encore plus étroit après ça, comme si la vérité elle-même avait pris de la place entre nous. Je restais où j'étais, une épaule contre l'étagère métallique, les mains répandues protectivement sur mon ventre, pendant que Sébastien se tenait à quelques pas, avec une expression que je ne pouvais pas me permettre de lire trop longtemps. J'avais passé 8 mois à survivre à une version de ma vie. Maintenant, en l'espace de quelques minutes, cette version avait été arrachée et remplacée par quelque chose que je ne savais pas comment porter. « Qui a fait ça ?» demandai-je enfin. Ma voix sonnait rauque, comme si elle avait été raclée de l'intérieur. Sébastien baissa son téléphone, mais ne le rangea pas. Quelqu'un qui avait accès au modèle juridique et suffisamment de connaissances pour que les documents aient l'air vrais, dit-il. Mon équipe trace encore tout, mais ce n'était pas aléatoire. C'était planifié, c'était fait pour nous séparer. Planifié. Le mot atterrit mal. Trop net, trop stérile. Il ne contenait pas la réalité de ce que ces faux papiers m'avaient coûté. Il ne sentait pas la graisse et la javel après un double service. Il n'élançait pas comme des pieds gonflés en fin de soirée, ou la douleur profonde dans mon dos quand j'essayais de me retourner sur un lit de camp. Il ne ressemblait pas à moi chuchotant à mon bébé dans le noir parce qu'il n'y avait personne d'autre pour m'entendre. J'ai passé 8 mois à croire que je n'étais pas assez bien, dis-je. Tu comprends ça ? Chaque partie horrible de tout ça a commencé à partir de cette seule croyance. Le visage de Sébastien se crispa mais il n'interrompit pas. J'ai appris que j'étais enceinte seule, continuis-je. J'ai travaillé à travers les nausées matinales. J'ai caché mon odeur jusqu'à ce que ma peau brûle. J'ai compté les euros pour les vitamines prénatales et j'ai prié pour que rien ne tourne mal parce que je n'avais personne à appeler si ça arrivait. J'ai construit toute ma vie autour de survivre à ton rejet. Et maintenant tu me dis que tout était un mensonge. Ma gorge se serra sur le dernier mot. Le bébé bougea, bas et ferme sous ma main, et je me forçais à respirer à travers l'émotion avant qu'elle ne se transforme en panique. Sébastien regarda mon ventre alors, vraiment regarda, et quelque chose dans son expression se brisa complètement. Pas de pitié, plus de choc, du chagrin, de l'émerveillement, des regrets si profonds qu'il semblait le vider de l'intérieur. « À combien de semaines en es-tu » demanda-t-il, et la douceur dans cette question faillit me défaire. « 34 semaines, dis-je doucement. Il ferma les yeux un instant, comme si le chiffre lui faisait mal. 34 semaines signifiaient qu'il avait manqué presque tout. La première fois que j'avais entendu les battements de cœur, le premier frémissement. Les nuits où je m'étais assis éveillé une main sur mon ventre, promettant à notre bébé que je serais assez pour nous deux. « J'aurais dû être là, dit-il. »« Mais tu n'y étais pas, répondis-je, et cette vérité resta suspendue entre nous, nue et sans pitié. Depuis la cuisine, j'entendis mon manager appeler mon nom, impatient et brusque, et ce son ordinaire semblait déplacé contre le désastre de ce couloir. Mon service était toujours en cours. Des tables attendaient encore d'être desservies. La vie, d'une certaine façon, avait continué. Je me redressai, grimaçant sous la tension dans mon bas du dos. Sébastien le remarqua instantanément. Tout son corps se tendit comme si chaque instinct en lui voulait faire un pas en avant, mais il se retint. « Tu ne devrais pas travailler comme ça, dit-il. » Je laissai échapper un souffle fatigué qui ressemblait presque à un rire. Je n'avais pas vraiment le choix. Son regard resta sur moi, constant et douloureux et beaucoup trop sérieux. Puis il dit la seule chose pour laquelle j'étais le moins préparé. « Maintenant tu l'as. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû dire à Sébastien qu'il n'avait pas le droit de revenir dans ma vie juste parce que la vérité avait changé. Mais j'étais fatigué d'une façon qui n'avait rien à voir avec un long service. J'avais 34 semaines de grossesse, mon dos élançait constamment, et j'avais bâti les 8 derniers mois sur la survie plutôt que sur la confiance. La survie t'apprend à continuer. Elle ne t'apprend pas quoi faire quand quelqu'un propose enfin de porter une partie du poids. « Comment m'aider ?» demandai-je, parce que j'avais besoin de quelque chose de pratique auquel m'accrocher avant de me noyer dans tout le reste. La réponse de Sébastien vint sans hésitation. « En te trouvant un endroit sûr pour ce soir. » Mon corps réagit avant mon esprit. Je serrai la main sur mon ventre et fis un petit pas en arrière. Il le remarqua immédiatement. « Seulement si tu acceptes, dit-il aussitôt. Je ne prends pas le contrôle sur toi, Juliane. Je te demande de me laisser être là. » La différence n'aurait pas dû avoir autant d'importance, mais elle en avait.
Derrière les portes de la cuisine, quelqu'un cria pour une commande. Les assiettes s'entrechoquèrent. La friteuse siffla. La vie continuait, toujours ordinaire, pendant que je me tenais dans un couloir étroit avec le père de mon enfant et sentais toute ma réalité se déplacer sous mes pieds. Je dors dans la réserve, dis-je avant de pouvoir m'arrêter. Les mots me semblèrent humiliants à la seconde où ils quittèrent ma bouche. Sébastien devint très immobile, pas dramatique, pas forcé, juste immobile dans cette façon dangereuse et contenue qui me disait qu'il retenait quelque chose de tranchant en lui. « Montre-moi », dit-il doucement. J'aurais dû refuser. À la place, je me retournai, sortis la petite clé de ma poche de tablier et déverrouillai la porte étroite au bout du couloir. La pièce semblait pire quand quelqu'un d'autre la voyait. Le lit de camp pressé contre le mur, la couverture fine, le ventilateur qui claquetait, une caisse en plastique avec mes vêtements et quelques affaires de bébé que j'avais trouvées pas chères au fil des mois, 2 sacs en papier de produits de toilette et de snacks bas de gamme, pas de fenêtre, pas de douceur, pas de place pour un enfant, même si j'avais passé nuit après nuit à essayer de me convaincre que c'était suffisant pour l'instant. Sébastien s'arrêta dans l'embrasure de la porte et n'entra pas. Cette petite retenue fit plus mal qu'elle n'aurait dû. Son regard parcourut lentement la pièce, prenant en compte chaque détail que j'avais appris à ne plus remarquer juste pour traverser la journée. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il. Sa voix était basse et étroitement contrôlée. « 3 mois ici, dis-je. D'autres endroits avant ça. » Il regarda les couvertures de bébé dans la caisse alors, et quelque chose dans son expression se brisa d'une façon que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la pitié, c'était du chagrin. Du vrai chagrin, sans masque. Julian, dit-il, et mon nom sonnait comme s'il portait le poids de chaque mois perdu. Il prit une respiration soigneuse comme s'il ne se faisait pas confiance pour dire trop de choses à la fois. Je ne peux pas changer ce qui nous a été fait, mais je te demande de croire une chose ce soir. Tu ne passes pas une autre nuit dans cette pièce. J'aurais dû argumenter. J'aurais dû lui dire qu'une nuit dans un meilleur endroit n'effacerait pas 8 mois de peur ou ne réglerait pas le fait que je ne savais plus comment me tenir dans la même pièce que lui sans avoir l'impression que mon cœur essayait de se protéger de 2 vérités opposées à la fois. Mais la réserve était derrière moi. Le bruit de la cuisine s'insinuait depuis le couloir et mon corps commençait à ressentir chaque minute du service que je n'avais pas terminé. Le bébé roula bas dans mon ventre, lourd et insistant, et je fermai les yeux pendant une seconde parce que soudain même rester debout semblait un effort. Quand je les rouvris, Sébastien était toujours dans l'embrasure de la porte, gardant toujours ses distances, comme si la retenue était la seule chose qui tenait ce moment ensemble. « Je ne peux pas juste partir, dis-je et ma voix sortit plus faible que je ne le voulais. Je suis en service. » C'était une chose ridicule à dire après tout, mais c'était aussi vrai. Ma vie avait été réduite à des peurs pratiques. Rater un service, perdre des heures. Perdre des heures, perdre la chambre. Perdre la chambre, perdre la fragile petite structure que j'avais construite autour de ma survie. Sébastien comprit ça immédiatement. Il atteignit à nouveau l'intérieur de son manteau, assez lentement pour que je ne tressaille pas cette fois, et en sortit un portefeuille fin et noir. « Alors laisse-moi m'en occuper, dit-il. Pas de scène. Pas de pression. Je parlerai à ton manager, réglerai ce qui doit l'être, et si tu décides quand même de ne pas venir avec moi, je respecterai ça. » Je le regardais fixement. L'offre était prudente, mais elle faisait quand même monter la panique en moi, parce que c'était de l'aide, et l'aide signifiait la dépendance, et la dépendance m'avait autrefois tout coûté. « Tu fais ça sonner simple, dis-je. Ce n'est pas simple. » Son regard tint le mien, constant et douloureusement sincère. « Non, ce ne l'est pas. Mais tu ne devrais pas avoir à choisir entre la dignité et un lit ce soir. » Pendant un moment, je ne pus pas répondre. La dignité. Je ne m'étais pas permis de penser à ce mot depuis des mois. La dignité était pour les gens qui avaient encore des options. Les gens qui ne mangeaient pas des restes du personnel dans la réserve parce qu'acheter assez de courses et mettre de côté pour les affaires de bébé en même temps était impossible. Les gens qui ne souriaient pas malgré leur mal de dos pour qu'une table laisse un bon pourboire. Julian. Mon nom dans sa bouche était doux, presque prudent. S'il te plaît, laisse-moi faire au moins ça. Je regardais les couvertures de bébé pliées dans la caisse. Une bleue pâle. Une crème, toutes les 2 achetées en fripe et lavées à la main dans l'évier du restaurant les nuits où personne ne regardait. J'avais tout fait seul si longtemps que l'idée de ne pas le faire seul me semblait plus effrayante que réconfortante. Mais sous cette peur, il y avait autre chose aussi. De l'épuisement. Un épuisement dans les os, dans l'âme. Je hochai la tête une fois avant de perdre mon courage. Sébastien ne bougea pas tout de suite. Le soulagement traversa son visage si vite et si honnêtement que je dus détourner le regard. « Merci » dit-il, et la gratitude dans sa voix sonnait beaucoup trop réelle pour un homme comme lui. Il recula de l'embrasure alors, me donnant de l'espace au lieu d'en prendre. « Fais tes bagages. Je serai dehors devant le bureau. Prends ton temps. » Je le regardais partir, j'entendis ses pas reculer dans le couloir, et je restai là dans la petite pièce que je m'étais appris à survivre.
Pour la première fois depuis des mois, je la regardais non pas comme un abri, mais comme la preuve de combien j'avais failli craquer. Je me déplaçais lentement, pliant les couvertures de bébé avec des mains tremblantes, faisant mes bagages dans le même sac que j'avais utilisé 8 mois plus tôt, quand j'avais quitté la vie que je pensais m'avoir rejetée. Tout ce que je possédais tenait encore dans presque rien. Cette prise de conscience me frappa plus durement maintenant qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Quand je revins enfin dans le couloir avec mon sac sur une épaule, Sébastien attendait exactement là où il l'avait dit, devant le bureau du manager, sans faire les 100 pas, sans m'envahir, juste debout là avec la concentration tranquille de quelqu'un qui avait décidé que cette fois il ne manquerait pas de rester. Et pour des raisons que je ne pouvais pas encore expliquer, le voir là ne ressembla pas au début d'une autre perte. Ça ressemblait au début terrifiant d'être retrouvé. La sortie du restaurant me sembla irréelle, comme si j'avais basculé sur le côté dans la vie de quelqu'un d'autre et que je n'avais pas encore décidé si j'avais le droit d'y rester. Sébastien porta mon sac seulement après avoir demandé, et même alors il le manipula avec soin, comme si la bandoulière usait et le tissu délavé comptait parce qu'ils étaient à moi. Dehors, l'air nocturne frappa ma peau, vif et froid après la chaleur lourde de la cuisine. Sa voiture attendait au bord du trottoir, sombre et luisante sous les réverbères. Le genre de voiture dans laquelle je montais autrefois sans réfléchir et que maintenant j'hésitais même à approcher. Sébastien ouvrit la portière passager et s'arrêta, me donnant de l'espace pour bouger à mon propre rythme. Cette petite pause m'importa plus que je ne le voulais. Tout en moi élançait à ce moment-là. Mes pieds palpitaient, mon bas du dos brûlait. Le bébé était lourd et bas, chaque mouvement un rappel que j'avais porté trop de choses pendant trop longtemps. Quand je m'abaissais dans le siège, je respirais soigneusement à travers l'effort. Sébastien monta à côté de moi et ne remplit pas le silence juste parce qu'il était là. Il conduisit sans forcer la conversation, sans poser des questions que je n'avais pas la force de répondre. La ville passa dehors en longs rubans de lumière, des rues familières cédant la place à des quartiers plus calmes et des immeubles plus propres, jusqu'à ce que le monde derrière la vitre ressemble à peine à celui dans lequel je survivais. Au bout d'un moment, il parla, sa voix assez basse pour ne pas me faire sursauter. « Tu n'as pas eu de suivi prénatal régulier, n'est-ce pas ? » Je me raidis avant de pouvoir m'en empêcher. Il le remarqua aussitôt. « Tu n'as pas à répondre, dit-il doucement. J'ai juste besoin de savoir comment t'aider. » Je gardais les yeux sur la vitre. J'allais quand je pouvais. Une clinique communautaire. Un médecin différent presque à chaque fois. Il hocha la tête une fois, la mâchoire se contractant. « Demain, dit-il doucement, on s'en occupe. On. » Le mot se posa quelque part en moi et y resta, trop fragile pour faire confiance et trop usé pour ignorer. Quelques minutes plus tard, la voiture glissa à travers l'entrée privée d'une résidence et mon pouls s'emballa. Sébastien fit le tour pour ouvrir ma portière à nouveau, et quand je sortis, le bébé roula si fort que ça me fit grimacer. Il le remarqua instantanément. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je suis fatigué, admis-je parce que je n'avais plus l'énergie de mentir. » L'ascenseur s'ouvrit directement sur un appartement chaud et magnifiquement éclairé avec des parquets, des murs doux et des fenêtres qui s'étiraient sur toute la ville. Sébastien posa mon sac près du canapé et garda ses distances. « La chambre d'amis est prête, dit-il. Tu peux fermer la porte à clé si tu veux. Tu n'as qu'à décider si tu veux du thé, à manger ou dormir en premier. » Quelque chose de petit et de dangereux s'éveilla en moi. Ce n'était pas encore de la confiance, mais c'était suffisamment proche de l'espoir que je dus détourner le regard. Je ne voulais pas dormir si profondément, mais le lit était doux, la pièce était calme et pour la première fois depuis des mois, mon corps ne se retenait pas contre l'air froid, les couvertures minces ou le bruit d'un ventilateur qui ne me laissait jamais oublier où j'étais. Quand j'ouvris les yeux, une pâle lumière matinale filtrait à travers des voilages légers, et pendant une seconde confuse, je crus que j'avais rêvé toute la nuit. Puis la mémoire revint en place. Sébastien, le restaurant, les faux papiers, l'appartement. Je me redressai lentement, une main à la base de mon ventre, et le bébé bougea en proteste endormi, comme pour me rappeler que quoi qu'il arrive, il était toujours réel et toujours mien à protéger. Des vêtements neufs avaient été pliés soigneusement sur la chaise en face du lit. À côté se trouvait un verre d'eau et un mot dans l'écriture de Sébastien. « Le petit déjeuner est prêt quand tu veux. Médecin à 10h, seulement si tu acceptes. » Je regardais cette dernière partie le plus longtemps. Seulement si tu acceptes. Il aurait pu prendre des dispositions sans demander. Il avait l'argent, l'influence, l'instinct de résoudre les problèmes rapidement, mais il avait laissé le choix avec moi. Quand j'atteignis enfin la cuisine, me déplaçant avec précaution parce que mon dos élançait encore du dernier service, Sébastien se tenait près du plan de travail avec une tasse à la main. Au moment où il me vit, quelque chose dans son visage s'adoucit. « Bonjour, dit-il. Tu as bien dormi ?» J'hésitai puis répondis honnêtement, mieux que depuis longtemps. Ses épaules se détendirent, presque trop subtilement pour être remarquées. Le petit déjeuner était simple et chaud, du pain grillé,
Des œufs, des fruits, du thé au lieu du café parce qu'il se souvenait que j'avais arrêté le café pendant la grossesse. Ce détail me frappa plus fort qu'il n'aurait dû. C'était une si petite chose, mais elle portait la forme de la vie que nous avions failli perdre complètement. Il ne m'envahit pas pendant que je mangeais. Il resta à proximité, répondit à des messages de travail et ne leva les yeux que de temps en temps comme pour vérifier que j'étais encore là. Le cabinet médical ne ressemblait en rien à la clinique à laquelle j'étais habitué. C'était calme, efficace et serein d'une façon qui fit se contracter ma poitrine de façon inattendue. Pas de salle d'attente bondée, pas de lumière fluorescente agressive, pas d'essai de calculer si je pourrais rentrer au travail après. Pendant le rendez-vous, la médecin passa soigneusement sur tout, posant des questions que personne n'avait eu le temps de me poser avant. Puis elle posa le moniteur sur mon ventre et la pièce se remplit du battement rapide et régulier du cœur de mon bébé. Je levai les yeux sans m'en rendre compte. Sébastien se tenait à quelques pas, très immobile, les yeux fixés sur l'écran. L'émerveillement et le chagrin et l'amour étaient tous là à la fois, jouant sur son visage. Quand la médecin sortit, il ne vint que jusqu'au pied de la table d'examen. « Merci de l'avoir protégé », dit-il doucement. Ma gorge se serra si vite que je ne pus pas répondre, parce qu'enfoui dans ces mots se trouvait le premier vrai aveu de tout ce que j'avais porté seul. Les semaines qui suivirent ne guérirent pas tout d'un coup, mais elles changèrent la forme de mes journées. Sébastien ne me demanda pas pardon comme si c'était quelque chose qu'il pouvait gagner rapidement. Il ne s'approchait pas de moi quand je me tendais, ne remplissait pas chaque silence d'explication, n'essayait pas de forcer les mois perdus dans une histoire nette qui ferait moins mal. À la place, il restait. Il me conduisait à chaque rendez-vous. Il apprit quels aliments je pouvais garder quand mon estomac se soulevait et lesquels faisaient donner au bébé des coups de pied si forts que je devais m'arrêter et rire malgré moi. Il avait fait préparer une vraie chambre pour la nurserie, mais quand il me la montra, il ne dit pas « c'est là que notre fils dormira ». Il dit seulement « change tout ce que tu veux ». Ça comptait. Tout avec lui devint comme ça, patient, constant, choisi au lieu de supposer. Certaines nuits, je me réveillais de vieux rêves avec le cœur qui battait fort, encore de retour dans cette réserve, encore en train de compter des pourboires dans ma tête, encore effrayé que le confort puisse disparaître au matin. Ces nuits-là, je trouvais un verre d'eau déjà posé sur la table de nuit, parce que Sébastien avait remarqué que je me réveillais assoiffé. J'entendais le murmure bas de sa voix depuis le salon parce qu'il gardait des heures tardives exprès, comme s'il voulait que je sache que quelqu'un était éveillé si j'en avais besoin. Il ne le dit jamais à voix haute. Il n'en avait pas besoin. La confiance me revint par morceaux si petits qu'il semblait presque embarrassant. La première fois que je le laissais m'aider à mettre mes chaussures parce que mes chevilles étaient trop gonflées pour me plier facilement. La première fois que je lui tendis une des couvertures de bébé et le regardais la plier avec le genre de concentration soigneuse que les gens réservent habituellement aux choses sacrées. La première fois que notre fils donna un coup fort sous ma peau et que je laissai Sébastien y poser la main. Il se figea quand il le sentit, toute son expression s'adoucissant d'émerveillement. Et pendant une seconde douloureuse et belle, je vis tous les mois qui nous avaient été volés reflétés dans ses yeux. Puis le travail commença un matin gris juste après le lever du soleil. Cela démarra avec une pression profonde qui enroula autour de mon dos et me vola mon souffle d'une façon que je savais être différente. Au moment où je dis le nom de Sébastien, il était déjà à ma porte. Il ne panique pas. Il s'approcha seulement, calme et concentré, m'aidant à respirer, m'aidant à m'asseoir, s'agenouillant assez longtemps pour me regarder dans les yeux et dire « Je suis là, je ne pars pas ». À l'hôpital, le temps perdit tout sens. Les heures se rétrécirent en souffle et douleur et voix me guidant à travers un moment à la fois. À travers tout ça, Sébastien resta à côté de moi. Il me tint la main quand j'avais besoin d'être ancré. Il me donna de l'espace quand j'avais besoin de silence. Il me rappela de respirer quand l'effort me semblait impossible. Et quand notre fils arriva enfin, quand son premier cri coupa l'air de la pièce, vif et intense et impossiblement vivant, quelque chose en moi s'ouvrit de la façon la plus douce qui soit. Je pleurais avant même de réaliser que je pleurais. Sébastien aussi. Il essaya de le cacher au début, mais je vis les larmes dans ses yeux quand l'infirmière plaça notre bébé dans ses bras pour la première fois. Il regarda notre fils comme s'il voyait le centre de sa propre vie pour la première fois, comme si chaque mois perdu l'avait mené à ce battement de cœur précis, ce petit visage précis, ce miracle précis. Plus tard, quand la pièce fut redevenue silencieuse et que notre fils dormait entre nous dans un berceau d'hôpital, Sébastien tendit la main vers la mienne assez lentement pour que je puisse m'être retiré. Je ne le fis pas. « Je ne peux pas changer ce qui nous a été volé, dit-il doucement, mais je passerai le reste de ma vie à protéger ce que nous avons encore. » Je le regardais, cet homme que j'avais porté en deuil, l'homme que j'avais fui, l'homme qui était revenu non pas avec des excuses, mais avec une patience assez forte pour tenir ma peur sans lui en vouloir. Et pour la première fois depuis très longtemps,
L'avenir ne ressemblait pas à quelque chose que je devais survivre seul. Il ressemblait à un foyer que nous pouvions encore construire. Le passé nous avait trop pris. Il avait pris la confiance, le temps, la tendresse et la paix, mais il n'avait pas tout pris. Il n'avait pas pris cet enfant qui dormait en sécurité à côté de nous. Il n'avait pas pris la vérité. Et dans les heures calmes après la naissance de notre fils, avec la lumière matinale rendant la fenêtre de l'hôpital hors pâle, je compris enfin quelque chose que j'avais été trop blessé pour croire avant. L'amour ne peut pas rendre le temps volé, mais parfois, s'il est assez réel, assez patient et assez fort pour survivre même aux mensonges faits pour le détruire, l'amour peut quand même vous ramener à la maison. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'au bout de cette histoire, sachez que pour ceux qui en veulent encore, qui ont soif de quelque chose de plus intense, de plus libre, notre Patreon vous attend. Nous sommes déjà plus de 40 membres à explorer des récits sans filtre, brûlants, là où rien n'est retenu, et de nouvelles histoires s'y ajoutent sans cesse. Rejoignez-nous, le lien est dans la description. Si le voyage de Julian, de la survie à la confiance, de la peur à l'amour, vous a touché le cœur, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires de l'Oméga Vert. Laissez un commentaire pour me dire quel moment vous a le plus ému. Était-ce quand Sébastien revint avec des preuves au lieu d'excuses? Quand Julian vit enfin que leur séparation avait été un mensonge? Ou ce premier battement de cœur entendu ensemble dans ce cabinet médical? Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que parfois la vérité arrive trop tard pour réparer le temps perdu, mais jamais trop tard pour changer ce qui vient ensuite. Parfois l'amour survit à ce qui était censé le détruire. Et parfois, retrouver quelqu'un ne ressemble pas à recommencer, mais à rentrer enfin à la maison.